Alors on est dans un petit village qui est un très très joli petit village, mais ils le sont pratiquement tous dans cette région. On est dans le Gard et plus précisément dans l'Uzège. Je suis une des dernières maisons d'un chemin, ce qui me permet d'être à la fois dans le village, c'est-à-dire d'avoir des voisins et surtout des voisines, et qui me permet en même temps d'avoir un peu d'isolement, c'est-à-dire pas trop de monde qui passe devant la maison, pas de bruit, comme on peut l'entendre, si ce n'est de temps en temps le soupir du chien qui dort à côté de nous. Et donc on est ici dans la cuisine. Un thermomètre qui s'affole dans l'ouest des États-Unis et du Canada, des incendies géants en Australie et en Amazonie, la fonte des glaces accélérée au pôle Nord, l'apparition de nouveaux virus dont l'un, le Covid-19, a bouleversé la planète. L'actualité nous donne le vertige, l'impression souvent que nous dansons au bord du gouffre. Et nous redécouvrons que nous sommes une partie vulnérable du vivant, une partie parmi d'autres, et que nous devons prendre soin des autres pour exister. Je suis Thomas Hoffnung et vous écoutez 6 pieds sur terre, le podcast de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot. La philosophe, psychologue et éthologue belge Vinciane Després travaille depuis des années sur notre rapport aux animaux. Pour l'auteur à succès de l'autobiographie d'un poulpe, nous sommes en train de prendre conscience de notre fragilité à travers celle des autres vivants. Une découverte certes angoissante, mais peut-être salutaire. Pourquoi est-ce qu'on repense notre rapport aux animaux ? Je crois qu'il y a plein de facteurs qui sont entrés en convergence. Il faut écouter ce que ceux qui plaident en faveur de ce qu'ils appellent tantôt reconnexion, tantôt nouvelle forme d'attention, tantôt prise en compte. Par exemple, je pense au livre du philosophe américain et penseur de l'écologie David Abram, qui reprend par exemple, après une expérience personnelle, le fait de se rendre compte à quel point nous sommes capturés, pris et anesthésiés dans notre rapport au monde. Et il le découvre simplement. À un moment donné, lors de ses voyages, il se rend compte à quel point le monde est présent et le monde sollicite. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est presque un fil conducteur de tous ces penseurs. C'est de se dire comment être à nouveau sollicité, comme si nous avions été en quelque sorte anesthésiés. C'est pas un nous général, parce qu'il y a des tas de cultures et des tas de gens dans le monde qui n'ont jamais cessé de considérer que les êtres nous sollicitent et qu'ils nous apprennent plein de choses et que c'est avec eux qu'il faut vivre et que ce sont des alliés ou des ennemis, mais avec qui il faut compter. Ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais ça avait déjà commencé avant. C'est que le seuil critique a été atteint il y a une dizaine d'années. Alors pourquoi est-ce que ce seuil critique a été atteint il y a une dizaine d'années, pas plus tôt, pas plus tard, je n'en sais rien. Sauf que quand les gens ont des sensations, du sentiment que quelque chose ne va plus, s'ils sont seuls, c'est difficile à cultiver. Ils vont avoir peur de passer pour des marginaux, pour des bobo new age, etc. À partir du moment où ils commencent à voir que sur les réseaux sociaux, d'autres personnes ont les mêmes préoccupations, postent des photos, postent des vidéos, à ce moment-là, les gens sortent du bois, comme on pourrait dire. Donc les éthologistes ont eu un rôle important dans la mesure où ils ont vraiment fait un travail d'abord de modifier leurs questions par rapport aux animaux, ce qui les a rendus, je pense, plus facilement intéressants pour nous. Des animaux moins mécanisés, forcément, ça crée d'autres rapports, ça crée d'autres envies de rapports. Je veux dire, les animaux robotisés ne suscitaient pas ni curiosité ni appétit de connaître ou d'entrer en relation. Ils ont donc fait tout un travail de changement de paradigme, où les animaux devenaient de plus en plus intéressants, de plus en plus proches de nous dans leurs compétences, de plus en plus sensibles, plus les mouvements pour le bien-être animal, plus les mouvements libérationnistes. Bref, évidemment, il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est que le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se perdre et qu'on va perdre beaucoup dans cette histoire, c'est quelque chose que les psychologues connaissent bien. Quand on sait que quelqu'un va mourir, il y a des phénomènes affectifs très particuliers qui se mettent en place et qui sont, alors c'est pas tout le monde, mais c'est très souvent, où il y a une espèce d'exacerbation de l'amour. Ceux qui vont perdre l'être cher vont connaître une espèce d'intensification de leurs sentiments. Et on parle vraiment presque de sentiments amoureux à l'égard de celui qui s'en va. Et celui qui s'en va, même quand c'est un enfant, on remarque qu'il y a une intensification aussi de ses sentiments à l'égard des autres.
Et je pense que ça fait partie des processus de ce qu'on appelle un peu simplement et un peu bêtement parfois le deuil. Mais gardons ce terme pour le moment, essayons de le charger d'autres significations plutôt que de s'en débarrasser. Et on peut se demander si nous ne connaissons pas des processus à l'égard des autres vivants qui s'apparenteraient à un processus de mise en deuil, c'est-à-dire savoir qu'ils vont s'en aller et découvrir et intensifier les attachements qu'on a à leur égard et en même temps se rendre compte de notre propre fragilité et donc d'une fragilité commune et collective. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui a probablement dû être un sérieux élan, un sérieux intensificateur ou infléchisseur de la manière dont on a commencé à se percevoir comme vivant fragile parmi d'autres vivants fragiles. C'est un endroit qui est assez merveilleux parce qu'il est traversé de multiples petits ruisseaux et que chacun de ces ruisseaux ont un chant différent. Donc on peut faire 300 mètres et écouter un chant différent. Et en plus, visiblement, ils ont un goût différent parce que la chienne Alba, qui vit avec moi depuis quelques années, et Alba a une espèce de passion, c'est que chaque fois qu'on passe près d'un lieu, elle veut aller goûter l'eau. Et donc, pour moi, l'eau représente une musique particulière, des sons particuliers. Et pour elle, c'est vraiment des questions de goût. En fait, on a une rivière qui se sépare en deux et qui a formé deux petites cascades. On dirait pas que les castors s'y sont mis parce que c'était pas comme ça il y a quelques temps d'ici. Donc visiblement, et alors on entend en fait le chant de deux cascades différentes. Le goût du ruisseau et le goût de la vie, cette puissance du vivant, cette farouche volonté d'exister qui va au-delà des mots. Et si c'était les poètes finalement qui la ressentaient et en parlaient le mieux? Est-ce que la puissance d'exister que manifestent et exhibent les autres vivants pourrait être un des incitateurs des sentiments qu'on aurait, qui a un devoir à les protéger? C'est pas impossible, mais ça ne suffirait pas. Il est possible que c'est quelque chose qui nous touche, mais peut-être que c'est au-delà des mots. Ce sentiment de nécessité que nous ressentons de vivre dans un monde où il y a quantité d'autres vivants différents de nous, pour ne pas utiliser le terme animaux, mais c'est le terme générique dont on hérite et dont il est difficile de se débarrasser. Il est possible que certains d'entre nous, et je pense particulièrement les poètes, ressentent d'une certaine manière cette puissance d'exister, cette puissance que les animaux ont d'être, cette espèce de ténacité de la vie, cette espèce d'amour de la vie, parce que c'était une poétesse, Émilie Carr, une poétesse canadienne, qui un jour est obligée d'abattre un vieil érable qui était dans son jardin parce qu'il menaçait de s'effondrer sur la maison. Et donc elle abat à grand regret ce vieil érable, et puis elle constatera que les années qui suivront, ce vieil érable avait poussé des racines dans sa cave, et que ces racines continuaient, malgré l'absence totale de lumière, malgré l'absence totale d'humidité, enfin malgré l'absence de tout. Ces racines continuaient à vouloir vivre et à pousser, et à s'immiscer, et à produire, je pense, des petites feuilles ou quelque chose comme ça. Et elle dira, pour conclure cette histoire en disant « She loves living ». Elle a personnifié cet érable parce qu'elle a été prise, capturée, sensible, en tant que peintre et poétesse, puisqu'elle était les deux, par la puissance, cette espèce de volonté opiniâtre de continuer à endurer dans l'être que manifestait cet érable. Et ça, je me dis que les poètes sont ceux qui arrivent, en tout cas qui essayent de mettre des mots sur ces puissances d'exister que nous ressentons de manière extrêmement vague et diffuse, sur lesquelles il est difficile de mettre des mots. Pour nous, qui ne serions pas poètes, il se passe quelque chose. Il y avait Bernd Heinrich, qui est un spécialiste du corbeau, et qui écrivait dans un de ses livres à propos des corbeaux, dans le début des années 2000, si mes souvenirs sont bons. On nous demande souvent pourquoi nous étudions les animaux, et pourquoi j'étudie les corbeaux. Et il dit, parce qu'ils sont intéressants. Je chéris le fait que certains disent simplement, c'est juste parce qu'on les trouve intéressants, parce qu'on les trouve beaux, parce qu'on les trouve merveilleusement différents de nous, parce que c'est la grande inventivité du vivant qui se manifeste dans chacun d'eux,
et que c'est simplement la manière dont le monde, d'une certaine manière, produit des formes artistiques de vie, des formes créatrices, des formes inventives. Et donc cette curiosité, pour moi, elle est essentielle dans la mesure où elle permet aussi de résister. C'est ce qu'on appellerait un talisman. Un talisman, c'est un nœud dans un mouchoir, c'est attention, on n'oublie pas. Et donc la curiosité, elle est essentielle. Le vivant est là, il se rappelle à nous en permanence, avec des racines dans une cave, des herbes qui poussent entre deux pierres, ou par un croassement de corbeaux en pleine ville. Mais il peut aussi nous malmener si on y prend garde, par exemple avec l'irruption de nouveaux virus. C'est ce que nous verrons lors du second épisode de notre série « Comment vivre avec le vivant ». Vous venez d'écouter 6 pieds sur terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Flora Trouillou. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Et quant à moi, je m'appelle Thomas Hoffnung et je vous attends pour le prochain épisode de notre série « Comment vivre avec le vivant ».